Alors, est-ce que les conseils nutritionnels qu'on nous donne sont vraiment basés sur la science? C'est la question qu'on va creuser. Aux États-Unis, il y a 2 documents officiels qui sont censés définir ce qu'est une alimentation saine pour des millions de personnes. Le truc, c'est que, ces 2 documents ne racontent pas tout à fait la même histoire. Voilà la question qui fâche. On a d'un côté des rapports scientifiques hyper rigoureux, le résultat d'années de recherche, et de l'autre, les recommandations qu'on donne au grand public. Alors, pourquoi ce décalage? D'où vient cette différence? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé à tous? Ok, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut voir ça comme une pièce de théâtre avec 2 personnages principaux. D'un côté, on a la science, représentée par un comité d'experts, et de l'autre, la politique, qui est chargée de transformer cette science en directive pour tout le pays. Ce sont les 2 forces en jeu, et comme on va le voir, elles ne sont pas toujours d'accord. Imaginez une sorte d'entonnoir. Tout en haut, on verse une montagne de recherches scientifiques. Elles sont analysées par un comité d'experts, le DGAC, et leur rapport est censé être la base, la fondation de tout. Mais ce qui sort à la fin de l'entonnoir, les recommandations officielles qu'on appelle DGA, c'est souvent une version, disons, un peu diluée. Le message a été modifié en cours de route. Alors que dit la science, concrètement? Le rapport de 2025 est très clair. Il faut limiter la viande rouge, les sucres ajoutés, le sel. Et à l'inverse, il faut vraiment mettre le paquet sur une alimentation qui vient des plantes. Des conseils simples, directs, basés sur des preuves solides. Des conseils qui pourraient, littéralement, changer la donne pour des millions de gens. Mais voilà, c'est là que le bas blesse. Entre la science et les citoyens, il y a un filtre politique. Et c'est ce filtre qui, bien souvent, va transformer des recommandations hyper claires en un message beaucoup plus flou. Bon, voyons maintenant dans le détail comment ces recommandations si importantes se retrouvent affaiblies dans la version finale. C'est en regardant les petits caractères qu'on comprend vraiment l'ampleur du problème. Prenons quelques exemples très parlants. Sur les sucres ajoutés, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Leurs appels à réduire sont forts, insistants, mais dans les directives officielles, tout d'un coup, c'est beaucoup plus discret. Pareil pour les viandes transformées, ce qui était un avertissement clair devient une sorte de suggestion vague, et les régimes végétaux, pourtant super recommandés par la science, perdent toute leur force dans le document final. Et puis, il y a le visuel. On connaît tous la fameuse pyramide alimentaire. Historiquement, les graisses et les protéines animales, elles étaient tout en haut. C'était un message clair, à consommer avec parcimonie. Aujourd'hui, on leur a donné une place bien plus centrale. C'est un sacré retournement de situation et ça envoie un message complètement différent. On pourrait se dire, bon d'accord, c'est peut-être juste pour cette fois, pour l'édition 2025. Mais si on regarde un peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit vite que c'est une habitude. Malheureusement non, ce n'est pas un accident de parcours. En fait, si on plonge un peu dans le passé, on découvre que ce fossé entre le consensus scientifique et la politique de santé publique, c'est une tendance qui dure depuis longtemps. C'est un peu le jour de la marmotte. En 2015, par exemple, les scientifiques avaient recommandé de réduire la viande rouge, notamment pour l'environnement. Hop, disparu des directives finales. En 2020, ils voulaient abaisser la limite de sucre de manière assez drastique, ignoré. À chaque fois, les preuves scientifiques semblent passer au second plan. La source qu'on analyse aujourd'hui a une formule assez percutante pour résumer tout ça. Plutôt que de donner des conseils clairs et utiles, la politique finale semble préférer un certain flou. Un flou qui, d'après l'analyse, arrangerait bien les affaires de l'industrie agroalimentaire. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe? Après tout, ce ne sont que des documents. Eh bien non, parce que derrière ce débat d'experts, il y a des conséquences bien réelles sur la santé de millions de personnes. Voilà le chiffre qui doit nous faire réagir. Une mauvaise alimentation, c'est la cause numéro 1 de décès et de handicap aux États-Unis. C'est un facteur de risque encore plus grand que le tabac. On ne parle pas d'un petit problème, on parle de l'enjeu de santé publique majeur de notre époque. Et c'est quoi une mauvaise alimentation? Eh bien, la source la définit comme un régime plein de sel, de graisses saturées, de friture, de sucre, bref, exactement les choses que les scientifiques nous disaient d'éviter avec force et conviction. La boucle est bouclée. Et l'impact, il est immense. C'est un effet domino. Des directives floues, ça veut dire des repas de moins bonne qualité dans les écoles. Ça affecte les programmes d'aide alimentaire pour des dizaines de millions de personnes. Ça rend plus difficile la mise en place d'un étiquetage simple et clair sur les produits. En gros, ce flou crée un vide, et ce vide, il est très vite rempli par les intérêts commerciaux. Bon, le constat est assez préoccupant. Alors on fait quoi? Heureusement, la source ne se contente pas de critiquer. Elle propose aussi une voie à suivre pour essayer de rétablir la confiance et surtout la clarté. La solution proposée, elle est assez simple et basée sur le bon sens, la transparence. D'abord, il faut séparer les choses. Voilà ce que dit la science et voilà ce que dit la politique.
Deuxièmement, si on décide de changer le rapport scientifique, il faut le justifier, de manière transparente et scientifique. Et enfin, le résultat final doit être cohérent avec l'ensemble des connaissances scientifiques. Logique, non? Mais en attendant que ces réformes arrivent, et ça peut prendre du temps, qui peut agir tout de suite? Eh bien, la source se tourne vers les professionnels de santé. Le message est simple. Puisque les directives officielles sont parfois ambiguës, c'est à eux, médecins, nutritionnistes, de prendre le relais et de transmettre directement les conclusions claires de la science. Cette dernière citation résume tout. C'est un sentiment d'urgence, une question de responsabilité. Quand les guides nationaux manquent de clarté, c'est à la communauté médicale de s'appuyer sur les faits, sur les preuves scientifiques les plus solides. Et voilà la question finale, celle qui reste en suspens. Comment faire en sorte que notre santé soit guidée par la science et non par d'autres considérations? C'est une question qui nous concerne absolument tous et de la réponse qu'on y apportera dépendra ni plus ni moins l'avenir de la santé publique. Merci d'avoir suivi cette analyse.